professeur arrogant teste une élève noire in public, ignorant qu'elle est dotée d'un QI de génie et d'une mémoire photographique. Vous devriez peut-être envisager une matière moins exigeante, mademoiselle Lawrence. Tout le monde n'a pas l'esprit suffisamment ouvert pour comprendre la biochimie avancée. Le silence qui s'ensuivit était si dense qu'il semblait prendre une forme physique dans la salle de classe de l'université de Westridge. 200 regards se tournèrent vers Naomi Lawrence, la seule élève, noire de la classe du docteur Victor Hammond, dont expression de supériorité dissimulait à peine le venin de ses paroles. Naomi sentit la chaleur monter dans son cou. Ce n'était pas la première fois que le professeur l'humiliait publiquement, mais aujourd'hui, il avait franchi une ligne invisible. Son commentaire ne concernait pas seulement sa réponse, mais sa présence. Dans cette salle, un rappel cruel que pour certains, sa place ici serait toujours remise en question, peu importe brillante. La tension fut rompue par les rires nerveux de certains étudiants, tandis que d'autres détournèrent le regard, gênés d'assister à une telle humiliation, mais pas assez pour intervenir et répondre à la question. Mademoiselle Lawrence, insista le Dr. Hammond en ajustant ses lunettes d'un geste théâtral, ou préférez-vous admettre que vous n'êtes pas à la hauteur? Naomi prit une profonde inspiration. À 22 ans, elle avait passé toute sa vie à être sous-estimée, fille d'une femme, de ménager d'un chauffeur de bus. Son parcours vers cette université prestigieuse avait été pavé de bourses obtenues pour ses résultats exceptionnels. Personne dans cette salle ne se doutait de ce qui se cachait derrière ses yeux calmes et calculateurs. L'enzyme CRISP-9, commença-t-elle d'une voix calme mais parfaitement audible, agite comme des ciseaux moléculaires à travers un mécanisme biochimique en 2 étapes. Tout d'abord, elle reconnaît des séquences spécifiques dans l'ADN cible à l'aide d'un guide, complémentaire de l'ARN. Ensuite, l'enzyme Cas9 provoque une rupture dans la double chaîne d'ADN, précisément au site cible, permettant ainsi l'édition génétique. Le docteur Hammond fronça les sourcils. La réponse était correcte mais loin d'être complète. C'était le moment idéal pour humilier davantage cette étudiante de première année. Lawrence, n'importe quel étudiant de première année, saurait que son sourire devenait prédateur. Expliquer maintenant les implications éthiques de l'étude de Wong sur l'édition génétique chez l'embryon humain, publiée dans le volume 87 de Nature Biotechnology, page 834, si je ne me trompe pas. C'était un piège parfait, cet article ne figurait pas dans la bibliographie du cours. Hammond l'avait seulement mentionné passant quelques semaines auparavant, sans lui demander de le lire. Naomi regarda directement le professeur dans les yeux. Un silence pesant s'empara de la salle, tandis que tout le monde attendait l'inévitable échec. Mais elle se mit à parler. L'étude de Wong et ses collègues publiée dans Nature Biotechnology, volume 87, pages 834 à 841, soulève des problèmes éthiques dans 3 domaines distincts, déclara Naomi d'une voix de plus en plus assurée. Premièrement, elle remet en question le consentement éclairé, car les embryons ne peuvent pas consentir à des modifications permanentes de leur génome. Deuxièmement, elle soulève des questions sur l'inégalité d'accès, qui pourrait créer une nouvelle forme de division sociale fondée sur les améliorations génétiques. Troisièmement, comme les auteurs l'indiquent explicitement à la page 837, cela crée de précédents pour des modifications non thérapeutiques qui pourraient fondamentalement modifier le cours de l'évolution humaine. Le regard de M. Hammond est passé de l'arrogance à l'incrédulité. Il a ajusté sa cravate soudainement trop serrée. C'est exact, a-t-il concédé sèchement, même si je doute que vous ayez compris la nuance subtile de l'argumentation. En fait, a poursuivi Naomi, toujours imperturbable, mentionne dans sa conclusion que l'équilibre entre innovation et précaution doit être établi à travers un dialogue mondial inclusif. Wong cite spécifiquement des études complémentaires de Garcia et Patel qui remettent en question ce point de vue, suggérant que retarder la mise en œuvre des thérapies géniques a son propre coût éthique en vies humaines. Toute la salle retint son souffle. Naomi avait cité mot pour mot non seulement l'article mentionné mais aussi les études connexes. Le visage du docteur Hammond prit une teinte rouge alarmante. Comment pouvait-elle le savoir? Comment une étudiante ordinaire pouvait-elle réciter mot pour mot un article scientifique mentionné une seule fois en passant il y a 2 mois? Ce que le professeur arrogant et ses collègues ignoraient, c'est que Naomi Lawrence n'était pas une étudiante ordinaire.
Derrière son apparence discrète se cachait un esprit doté de capacités extraordinaires qui était sur le point de transformer cette humiliation publique en quelque chose de très différent. Si vous aimez cette histoire de justice et de dépassement de soi, n'oubliez pas de vous abonner pour suivre d'autres récits tout aussi inspirants. Après tout, que se passerait-il lorsque Naomi révélerait enfin son véritable potentiel? Le docteur Hammond était sur le point de découvrir qu'il avait choisi la mauvaise victime pour son cruel jeu d'humiliation académique. L'auditorium resta absolument silencieux tandis que le docteur Hammond tentait de retrouver son sang-froid. Ses doigts pâles tambourinaient nerveusement sur le bois poli du pupitre, les yeux plissés fixés sur Naomi comme si elle était une équation qui refusait d'être résolue. « Vous semblez avoir mémorisé quelques articles » dit-il finalement, avec un sourire froid. Une compétence utile mais qui ne remplace pas la véritable compréhension. Testons vos capacités de réflexion critique, quelque chose qu'aucune mémorisation mécanique ne peut simuler. Naomi remarqua le ton condescendant dans « mémorisation mécanique ». L'insinuation était claire dans l'esprit de Hammond. Elle n'était qu'une machine à mémoriser, pas une véritable intellectuelle. Le murmure d'un étudiant à proximité parvint à ses oreilles. Il n'abandonnera pas ce temps qu'il ne t'aura pas humilié. Considère le problème bioéthique suivant. Hammond commença à abandonner complètement son plan de cours. Une communauté isolée souffre d'une maladie génétique rare. Le seul remède disponible nécessiterait des expériences sur leurs propres enfants. Cette communauté dispose de ressources limitées pour comprendre pleinement le risque. En tant que chercheur, mettriez-vous en œuvre un tel traitement? Justifiez votre réponse en utilisant le modèle des responsabilités scientifiques de Harrington. C'était une question délibérément complexe et ambiguë. Il n'y avait pas de réponse parfaite, seulement l'occasion pour Hammond de critiquer toute position qu'elle prendrait depuis son siège au 3e rang. Le docteur Eliza Chun, professeur d'éthique médicale qui assistait au cours en tant qu'observatrice du département, fronça les sourcils. L'hostilité de Hammond était évidente, même pour un observateur extérieur. Naomi prit une profonde inspiration. « Professeur, cette question présente une fausse dichotomie. Le modèle de Harrington, tel que publié dans son article fondateur de 2019, souligne spécifiquement que ces scénarios doivent prendre en compte un éventail d'approches et non des choix binaires. » Elle poursuivit d'une voix plus assurée. Une approche éthiquement éclairée suivrait le protocole à 3 niveaux de Harrington. Premièrement, l'éducation et le renforcement des capacités au sein de la communauté. Deuxièmement, la création d'un conseil communautaire doté d'un pouvoir décisionnel important. Et troisièmement, une mise en œuvre progressive, accompagnée d'un suivi constant et du droit des participants de se retirer. Le docteur Hammond déglutit visiblement contrarié. Vous réduisez clairement un dilemme complexe à la page 47 de l'article de Harrington, l'interrompit Naomi doucement. La plus grande erreur est de supposer que les populations vulnérables sont incapables de comprendre des situations complexes lorsqu'on leur fournit l'outil et le temps nécessaires. Un murmure traversa la salle. Certains étudiants commencèrent à échanger des regards admiratifs, d'autres tapaient furieusement sur leur ordinateur portable. Le docteur Chen se pencha en avant, son intérêt manifestement à son comble. Hammond frappa du poing sur la table. Ce n'est pas un club de lecture, mademoiselle Laurence. C'est de la science sérieuse, la science. Je suis tout à fait d'accord. Professeur Naomi répondit sans hésiter. C'est pourquoi j'ai précisément cité la méthodologie acceptée et publiée pour aborder exactement ce type de dilemme éthique. Visage de Hammond devint écarlate. Le cours fut ajourné pour la journée. Il annonça brusquement. La semaine prochaine, je veux un essai complet sur les limites éthiques des biosciences. Mademoiselle Laurence, vous restez. Nous devons discuter de votre performance. Tandis que les étudiants rassemblaient leurs affaires, beaucoup jetaient des regards inquiets vers Naomi. Une étudiante aux cheveux bouclés appelée Zoé s'approcha rapidement. « Il est furieux », murmura-t-elle. « Je n'ai jamais vu Hammond renvoyer une classe ainsi. »« Ça ira », répondit Naomi calmement en rangeant ses notes méticuleuses. Zoé hésita. « Écoute, certains d'entre nous vont au café Artemis après le cours. Tu devrais venir. Nous devons parler de tout cela. » Naomi acquiesça, surprise par cette invitation inattendue. Alors que Zoé s'éloignait, Naomi remarqua le docteur Chen qui s'approchait d'Hammond, le visage grave et déterminé.
Lorsque la salle fut vide, Hammond ferma la porte avec une force inutile. « Je ne sais pas à quoi vous jouez, mademoiselle Lawrence, mais laissez-moi être très clair. » Sa voix était basse et menaçante. « J'ai passé 30 ans à bâtir ma réputation dans cette institution. J'ai d'anciens étudiants à Harvard, Stanford et Oxford. J'ai supervisé plus de thèses primées que vous n'avez eu d'anniversaire. » Il s'approcha d'elle, envahissant son espace personnel. « Et je ne permettrai pas à une étudiante transférée, avec quelques astuces de mémorisation, de défier mon autorité dans ma propre salle de classe. » Naomi resta sur ses positions. « Ce n'est pas une astuce, Dr. Hammond. C'est comme ça que fonctionne mon cerveau. Je sais exactement comment ça marche. » Siffla-t-il. « Vous avez mémorisé quelques articles dans l'espoir d'impressionner. Eh bien, laissez-moi vous expliquer comment fonctionne réellement le monde universitaire. Des gens comme vous peuvent entrer ici grâce aux politiques de diversité, mais le vrai succès demande plus qu'aide la mémorisation et des quotas. » L'insinuation raciste flotta dans l'air comme un poison. Naomi sentit son estomac se nouer, mais elle garda un visage impassible. Elle avait été formée toute sa vie à ne jamais montrer à quel point des mots comme ceux-là la blessaient. « Ma note finale dans cette matière dépend uniquement de votre évaluation subjective, n'est-ce pas, professeur ?» demanda-t-elle d'une voix délibérément calme. Un sourire sinistre traversa le visage de Hammond. « Crois-moi, je connais de nombreux moyens subtils de m'assurer que les étudiants problématiques trouvent leur véritable niveau. Je te suggère d'y réfléchir avant notre prochaine rencontre. » Lorsque Naomi quitta le bâtiment 20 minutes plus tard, le ciel s'assombrissait et son téléphone vibra. C'était Zoé qui lui envoyait l'adresse exacte du café alors qu'elle traversait le campus. Son cerveau, cette machine extraordinaire qui était à la fois sa bénédiction et son fardeau, avait déjà calculé exactement ce qu'elle devait faire. Ce que Hammond ne réalisait pas, c'est qu'en la mettant au pied du mur, il lui avait involontairement donné accès à quelque chose de bien plus précieux qu'une bonne note. Il lui avait montré ses lettres. Naomi, avec sa mémoire qui enregistrait chaque mot, chaque geste, chaque intonation de voix, connaissait désormais parfaitement son adversaire. Au café Artemis, un groupe d'étudiants attendait anxieusement. Parmi eux se trouvait un jeune homme portant un enregistreur audio dissimulé, un outil provenant de son stage au journal du campus. Personne là-bas ne se doutait que la bataille entre Hammond et la discrète étudiante transférée venait de commencer, ni que les prochains jours allaient changer à jamais l'équilibre des pouvoirs dans cette université. Après tout, que se passerait-il lorsque le professeur découvrirait que sa menace privée avait été enregistrée et que l'étudiante qu'il considérait comme inférieure était sur le point d'utiliser non seulement sa mémoire extraordinaire, mais aussi tout l'arsenal de son génie calculateur contre lui? Une semaine après la première confrontation, l'amphithéâtre de l'université était bondé. La nouvelle de la masterclass ouverte d'Uder Hammond s'était rapidement répandue. Il s'agissait d'un événement rare où les étudiants de tous les départements pouvaient assister à la conférence du célèbre professeur sur scène. Hammond réglait le micro, ravi de l'impressionnant public derrière lui. Mais en coulisses, quelque chose de tout à fait différent se préparait. Naomi avait passé la semaine à étudier de manière obsessionnelle non seulement la biochimie, mais aussi Hammond lui-même. Elle avait épluché tous les articles publiés, toutes les interviews, toutes les thèses qu'il avait supervisées. Sa mémoire photographique était devenue une arme, cataloguant chaque contradiction, chaque incohérence dans 3 décennies de production universitaire. Café Artemis. Une alliance improbable s'était formée. Zoé, l'étudiante aux cheveux bouclés, s'était avérée être la rédactrice en chef du journal de l'université. Ryan, l'étudiante avec un magnétophone, était son assistant. Le docteur Sean, qui était également présent par hasard, leur offrait discrètement ses conseils. « Êtes-vous sûr de vouloir faire ça ?» demanda Zoé alors qu'ils finalisaient leurs préparatifs. « Hammond a des relations puissantes. Il pourrait mettre fin à votre carrière avant même qu'elle ne commence. »« Ma carrière serait terminée de toute façon, » répondit Naomi calmement. « Il m'a clairement fait comprendre que je ne réussirais pas son cours quelle que soit la qualité de mon travail. » Assise au premier rang de l'amphithéâtre, Naomi semblait extraordinairement sereine. Le docteur Hammond la remarqua et plissa les yeux un instant, avant de commencer son cours avec son ton suffisant habituel. « Aujourd'hui, nous allons discuter des limites éthiques de la biologie, » annonça-t-il en évitant délibérément Naomi. « Je
commencerai par ma propre contribution dans ce domaine, le principe Hammond de proportionnalité éthique. C'est alors que Naomi leva la main. Hammond hésita, visiblement agacé, mais l'ignorer devant des centaines de personnes aurait été trop évident. « Oui, mademoiselle Lawrence », dit-elle d'une voix pleine de mépris. « Professeur, avant que je continue, pourriez-vous clarifier en quoi votre principe est contraire à la position que vous avez défendue dans le journal of Bioethics en 2018? Un silence momentané envahit l'auditorium. Hammond cligna des yeux, perplexe. « Je crains de ne pas comprendre votre question. Mon travail est cohérent depuis des décennies. En fait, poursuivit Naomi d'une voix claire et forte, dans votre article Ethical Frontiers in Genetic Research, à page 142, paragraphe 3, vous affirmez textuellement que les considérations culturelles et socio-économiques sont secondaires par rapport au progrès scientifique, une position diamétralement opposée au principe de proportionnalité que vous vous apprêtez à présenter. » Des murmures parcoururent l'auditorium. Le visage de Hammond se crispa. « Vous déformez mes propos en les sortant de leur contexte. Je peux citer le contexte complet si vous le souhaitez, » proposa Naomi, sa voix calme, contrastant avec la nervosité croissante de Hammond, tout comme je peux citer les 7 autres articles où vous contredisez directement vos propres principes éthiques, lorsque cela arrange vos bailleurs de fonds. L'auditorium s'est rempli de conversations à voix basse parmi le public. Le Dr Chun observait avec un intérêt calculé le doyen Blackwell qui venait d'entrer discrètement par le fond de la salle et fronçait les sourcils. C'est tout à fait inapproprié. Hammond a frappé sur le pupitre. C'est une conférence, pas un débat. Je suis tout à fait d'accord, a répondu le professeur Naomi en se levant lentement. Une conférence universitaire doit présenter des idées cohérentes et éthiques, pas de contradictions opportunes qui changent de fonction du financement. Elle sortit un mince dossier de son sac. J'ai compilé toutes vos contradictions éthiques les plus flagrantes de 15 dernières années, y compris. Elle marqua une pause significative. Vos évaluations manifestement biaisées à l'encontre des étudiants issus de groupes minoritaires. L'auditorium devint silencieux comme une tombe. Hammond était livide. Comment osiez-vous ? Commença-t-il, mais il fut interrompu lorsque les portes latérales s'ouvrirent et que 3 membres du comité d'éthique de l'université entrèrent, menés par le doyen Blackwell. Si n'était pas une coïncidence si Naomi leur avait envoyé sa compilation minutieusement référencée 3 jours plus tôt. Dr Hammond, le doyen appela d'une voix grave qui résonna dans les silences tendus. Je pense que nous devons parler, Hammond. Regarda autour de lui comme un animal acculé puis fixa son regard furieux sur Naomi. Vous, siffla-t-il dans le micro encore allumé. Vous ne savez pas à qui vous avez affaire. Naomi s'avança, le regard direct et ferme. Au contraire, professeur, je sais exactement à qui j'ai affaire. Vous m'avez dit que vous connaissiez de nombreux moyens subtils pour s'assurer que les étudiants problématiques trouvent leur véritable niveau. Elle jeta un regard significatif à Ryan qui tenait le petit magnétophone. Heureusement, j'en connais moi-même quelques-uns. Le qui complètement le visage de Hammond lorsqu'il reconnut ses propres paroles menaçantes dans le rangée du fond. Quelqu'un commença à applaudir rapidement suivi par d'autres, jusqu'à ce qu'une ovation envahisse l'auditorium. Ce qui avait commencé comme une humiliation publique d'une étudiante s'était transformé en quelque chose de très différent. Un moment de justice poétique catalysé par l'esprit extraordinaire que Hammond avait tenté de rabaisser. Le doyen conduisit Hammond, visiblement secoué hors de la scène. Naomi resta immobile, calme, sachant que la tempête qui allait suivre serait intense. Après tout, elle n'avait pas seulement défié un professeur, elle avait défié tout un système qui avait permis que son comportement reste impuni pendant des décennies. La question était maintenant de savoir si l'institution allait défendre la vérité et la justice, ou si elle allait serrer les rangs pour protéger l'un des siens. Et ce qui arriverait à cette brillante étudiante qui avait osé dénoncer l'hypocrisie de l'un des professeurs les plus puissants de l'université. 3 semaines après la confrontation dans l'amphithéâtre, la communauté de l'université Westridge était encore sous le choc de ce qui allait devenir l'affaire Hammond. Le comité d'éthique avait conclu son enquête et les résultats avaient provoqué un véritable séisme académique. Naomi marchait dans les couloirs du bâtiment des sciences, observant à quel point tout avait changé. Les étudiants qui évitaient auparavant son regard lui faisaient maintenant un signe de tête respectueux,
et les professeurs qui la traitaient avec indifférence prenaient soin de la saluer. Naomi Zoé courut vers elle en agitant un exemplaire du journal de l'université qui venait de paraître. La une titrait « Un professeur révoqué après des décennies de préjugés systématiques ». L'article détaillait comment l'enquête déclenchée par la plainte minutieusement documentée de Naomi avait révélé un schéma constant de discrimination dans les évaluations de Hammond à l'égard des étudiants noirs, latino-américains et de sexe féminin. Révéler un schéma constant de discrimination dans les évaluations de Hammond à l'encontre des étudiants noirs, latino-américains et des femmes. Le doyen a demandé un examen indépendant de toutes ses notes des 5 dernières années, expliqua Zoé alors qu'elle se dirigeait vers le bureau du doyen. Des dizaines d'anciens étudiants se manifestent avec des témoignages similaires. L'université avait pris une décision sans précédent. Hammond n'avait pas seulement été démis de ses fonctions avec effet immédiat, mais ses privilèges de mentorat, lui, avaient été retirés. Son bureau, sanctuaire, du pouvoir académique, était vidé à ce moment même. Dans le bureau du doyen, Naomi trouva non seulement Blackwell, mais aussi 3 membres du conseil universitaire, et, à sa grande surprise, le docteur Chun. « Mademoiselle Lawrence », commença le doyen, « je tiens tout d'abord à vous présenter les sincères excuses de l'institution pour le traitement que vous avez subi. » Il glissa une enveloppe sur la table. « Nous vous offrons une bourse complète pour la suite de vos études et une place garantie dans notre programme de doctorat si vous le souhaitez. J'aimerais également vous inviter à rejoindre mon groupe de recherche, » a ajouté le docteur Chun. Votre analyse des contradictions dans la publication de Hammond a démontré non seulement votre mémoire extraordinaire, mais également votre capacité d'analyse exceptionnelle. Naomi a accepté les documents calmement, mais à l'intérieur elle, une vague d'émotions contradictoires la submergeait. La victoire était douce, mais elle avait aussi un goût amer, car elle savait combien d'autres étudiants comme elle avaient vu leurs rêves brisés au fil des ans. « Merci », répondit-elle finalement, « mais ma plus grande préoccupation concerne les étudiants qui sont venus avant moi, ceux dont la carrière a été sabotée par des préjugés déguisés et une évaluation académique. » Le doyen acquiesça gravement. « Nous mettons en place un comité de révision pour réévaluer les cas antérieurs, avec une possibilité de réparation académique plus importante encore, un nouveau protocole d'évaluation à l'aveugle pour éliminer les préjugés à l'avenir. C'est Naomi qui a suggéré cela, ajouta le docteur Chun avec un sourire approbateur. Quittant le bâtiment administratif, Naomi fut accueillie par Ryan et un groupe diversifié d'étudiants parmi lesquels trouvaient des visages qu'elle reconnaissait à peine, 2 étudiants qui avaient été réduits au silence et dont le voix trouvait maintenant le courage. « On commencé une révolution silencieuse », a déclaré une étudiante latino-américaine de 3e année. « Hammond m'a dit un jour que je n'avais pas l'esprit adapté à la recherche avancée. Maintenant, je comprends ce qu'il voulait vraiment dire. Et où est Hammond maintenant ?» a demandé Naomi. Ryan a souri. « J'ai entendu dire qu'il rangeait ses affaires saines un temps record. Apparemment, 3 universités ont déjà retiré leurs offres de professeurs invités, après que la nouvelle ait été divulguée cet après-midi-là, dans le café Artemis désormais bondé. » Zoé est montée sur une chaise et a applaudi pour attirer l'attention sur Naomi Lawrence. Elle a levé son verre. « C'est elle qui nous a appris que le savoir n'est pas seulement le pouvoir, c'est aussi la justice. » Une salve d'applaudissements a retenti dans la salle. Naomi, d'ordinaire réservée, a senti ses joues s'empourprer, mais il y avait quelque chose de libérateur à être enfin vraiment vu, pas seulement pour son extraordinaire intelligence, mais pour son courage. 3 mois plus tard, lors d'une conférence nationale sur la bioéthique, une silhouette familière approcha de Naomi après sa présentation sur les préjugés systémiques dans la recherche médicale. C'était Hammond, visiblement vieilli, son ancienne supériorité remplacée par une expression complexe. « Vous avez ruiné ma carrière », dit-il doucement. Naomi le regarda calmement. « Non, professeur, vous avez ruiné votre propre carrière au moment où vous avez décidé que certains étudiants méritaient moins que d'autres, non pas saine fonction de leur intelligence mais de leur apparence. » Il ouvrit la bouche pour répliquer, puis la referma, vaincu par la simplicité de la vérité. « Vos propres paroles et vos propres actes vous ont condamné, » continua-t-elle. « Je n'avais que ma mémoire pour m'en souvenir et le courage de les répéter. » Alors que Hammond s'éloignait d'un air maussade, Naomi comprit une vérité profonde.
Sa mémoire photographique était un don extraordinaire, mais que sa véritable force avait toujours été sa capacité à rester ferme face à l'injustice, une qualité qu'aucun QI ne pouvait mesurer. L'histoire de Naomi Lawrence s'est répandue bien au-delà de Westridge, inspirant des étudiants à travers tout le pays à remettre en question le système qui était resté longtemps incontesté. Elle avait prouvé que parfois, il suffit d'une seule voix déterminée à dire la vérité, même lorsque cette vérité dérange les puissants. Après tout, le plus grand pouvoir ne réside pas dans la mémorisation de faits ou la possession de diplômes impressionnants, mais dans le courage de défier l'injustice lorsque tout le monde reste silencieux, car comme Naomi l'a découvert, la connaissance, sans ce courage n'est qu'information, mais la connaissance associée à un but moral devient une force transformatrice.